Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 97, Je me concentre. Avant de commencer, nous souhaitons remercier les voyages de Tao pour leurs commentaires sur notre Insta 2 minutes de bonheur. On adore tellement le 2 minutes papa que je vais vous prendre 2 minutes en famille maintenant. Faites comme les voyages de Tao, postez-nous vos commentaires et rendez-vous sur notre boutique 2 minutes. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Il m'arrive souvent d'être interrompu dans mon travail par un mail, une notification sur mon téléphone ou un SMS. Généralement, je fonce répondre puis j'enchaîne sur autre chose à laquelle cette alerte m'a fait penser. De fil en aiguille, le temps passe et j'ai beaucoup de mal à me replonger dans ce que je faisais, lorsque je n'oublie pas carrément d'y revenir. J'ai aussi parfois remarqué que je n'ai rien retenu de la conversation que je viens d'avoir ou du podcast que je viens d'écouter. J'étais là, mais pas vraiment. Je ne compte plus le nombre de fois où j'arrive dans une pièce pour chercher quelque chose de particulier, mais au moment de passer la porte, j'ai totalement oublié. Et que dire des mots qui sortent de ma bouche et me semblent tellement imprécis par rapport à ce que je pense. Bref, je me sens un peu en dessous de tout, déconnectée et dispersée. Pourtant, j'ai démontré que j'étais capable de me concentrer, ne serait-ce que dans mes études. Mais depuis que j'essaye de jongler entre travail, enfants, mari, loisirs, je sens que mon cerveau ne suit plus. Alors là, ça me chicote. Suis-je devenue incapable de focaliser mon attention? Est-ce possible de réapprendre à se concentrer? Pour nous pencher sur la question de la concentration, faisons ensemble un détour par les neurosciences. Pas de panique, chers auditeurs, nous allons nous appuyer sur un excellent ouvrage de vulgarisation qui s'appelle « Le cerveau funambule » de Jean-Philippe Lachaud. L'auteur est directeur de recherche en neurosciences au sein de l'unité INSERM, dynamique cérébrale et cognitive à Lyon. Il nous apprend que notre cerveau fonctionne par des cycles très rapides de couple perception-action. Commençons par un exemple. Au petit déjeuner, je versais du lait dans le verre de mon fils quand mon deuxième a bondi vers mon canapé blanc, les doigts pleins de Nutella. J'étais envahie par la trouille qu'il salisse tout. J'ai réagi en l'appelant et en lui rappelant qu'il était bien trop sale pour s'installer sur ce canapé. Résultat, je me suis rappelé du lait que je versais lorsque j'ai senti les premières gouttes sur mes pieds. Une fraction de seconde a donc suffi pour que je perde ma concentration sur ce que je faisais. C'est ça le couple perception-action. En fait, quand nous sommes lancés dans une action décidée avec un objectif clair, quelque chose se matérialise et détourne notre attention. Alors, nous percevons un élément qui déclenche une réaction orientée vers un autre objet que celui qui nous occupait initialement. C'est donc ça, le cycle perception-action. Mais d'où vient-il ce cycle perception-action? La source est à trouver dans notre cerveau. Je vais en détailler le circuit. Alors, quand un stimuli survient, nous recevons l'information de façon visuelle, donc avec nos yeux. Cette stimulation est transmise vers le lobe frontal de notre cerveau, vous le voyez là, sur le niveau de notre front. Le lobe frontal et les régions sensorielles vont se mettre à discuter pour affiner notre perception. Par exemple, si je reprends mon exemple de ma bouteille de lait de tout à l'heure, cette sensation sur mon pied, elle est fraîche, liquide, mon pied est mouillé. Je fais appel donc à une deuxième zone sensorielle et je baisse les yeux pour confirmer ce dont le lobe frontal se doutait, c'est bien du liquide froid. Et maintenant, je peux confirmer, grâce à ma vision, que c'est du lait. Une fois que le cerveau comprend bien à quoi il est confronté, il évalue quelle est la bonne réponse à apporter à la situation au vu des informations qu'il a collectées. Il va jouer un rôle d'arbitre entre plusieurs actions et fait un choix. Il transmet du coup l'information au cortex moteur qui va produire l'action. Dans le cas de notre bouteille de lait, mon cerveau n'a pas eu besoin de plus de précision pour décider que mon bras devait relever la bouteille de lait et la reboucher avant que je ne cherche du regard un linge pour tout essuyer.
Vous comprenez bien avec cet exemple de lait que ce cycle ne prend souvent qu'un quart ou une demi-seconde. Un cycle si rapide qu'il produit forcément des erreurs. Dans mon exemple du lait renversé, mes multiples réseaux neuronaux se sont livrés à une bataille sans merci pour déclencher mes actions. Au sein de ces cycles de perception-action ultra rapides, mon cerveau n'a pas fait le bon choix. Il est allé plutôt regarder et parler à l'enfant qui était avec ses doigts pleins de Nutella, plutôt que de me dire « relève d'abord la bouteille de lait » avant de parler à l'enfant qui risque de tacher le canapé. Or, dit Jean-Philippe Lachaud, se laisser distraire, c'est souvent choisir la mauvaise action. Quels sont les 3 critères qui influencent le choix de l'action dans un cycle perception-action? Tout d'abord, en premier, notre cerveau s'est habitué à certaines associations perception-action. Il va donc chercher un historique de nos actions passées, le plus souvent associé à ce type de perception, pour choisir l'action à faire. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Si vous observez un enfant qui apprend à lire, il prononce d'abord des sons sans forcément comprendre, puis il va ensuite intérioriser ces sons et leur donner un sens. Par exemple, quand ils font « lapin ». Lapin, le petit animal. C'est pourquoi, nous, adultes, il nous est difficile de ne pas lire quelque chose qui est écrit devant nos yeux, ou alors même, nous comprenons des phrases alors qu'il manque des lettres. Deuxième étape, il existe une forme de continuité entre nos actions qui guident notre cerveau pour prendre des décisions. Je me saisis d'un verre d'eau parce que j'ai soif. Mon action suivante va donc automatiquement être orientée vers la boisson, l'endroit où elle est rangée, puis les gestes d'ouvrir, verser, fermer, boire, ranger, laver, etc. Enfin, le 3e critère qui guide notre cerveau est plus gênant, car plus émotionnel. C'est notre recherche permanente de plaisir ou notre stratégie d'évitement du déplaisir. C'est ce que les scientifiques appellent plus communément le circuit de récompense. Notre cerveau, malin comme il est, analyse à chaque instant la qualité de notre ressenti face à une expérience, puis il développe ses propres associations. C'est comme si, au fur et à mesure de notre vie, notre cerveau avait enregistré les conséquences de certaines actions sur notre niveau de plaisir et qu'il était capable de nous détourner de ce qui nous a déplu par le passé, pour uniquement nous concentrer sur ce qui nous a procuré du plaisir ou de la joie. Par exemple, c'est ce système neuronal qui nous encourage à manger quand nous avons faim, mais c'est aussi ce même système qui nous incite à scroller interminablement sur les réseaux sociaux sans but précis, ou à nous affaler devant une série au lieu d'ouvrir un bouquin ou alors d'aller vider la machine. Ne sous-estimez pas ce circuit de récompense, il est très très puissant. Il est capable de détourner notre attention de cycle en cycle de nos objectifs intentionnels. Il est tellement avide de plaisir qu'il peut prendre le pas sur nos habitudes de vie plus saines. Et vous l'avez compris, c'est notamment le cas chez les personnes qui développent des addictions. Allez, je change de regard. Donc, nous avons vu que nos cerveaux collectent des perceptions et choisissent des actions. Mais, cependant, plusieurs systèmes se livrent bataille pour faire le bon choix. Faisons un détour d'abord par une étude incroyable menée par l'équipe de Jean-Philippe Lachaud. Elle teste le sens de l'équilibre attentionnel d'une certaine population. Alors, l'équilibre attentionnel, présenté par le chercheur, est un peu comme la traversée d'une poutre. La poutre nous indique à la fois les actions à mener pour traverser, c'est-à-dire avancer pas à pas pour atteindre l'autre extrémité, et aussi, ça nous donne une direction précise, l'objectif. Nous comprenons bien combien l'exercice de la traversée d'une poutre est un exercice qui mobilise notre concentration, car à la moindre inattention, c'est la chute. Donc, pour comprendre le fonctionnement de cet équilibre attentionnel, l'équipe de recherche a mis au point une expérience simple. Les participants doivent retenir une lettre montrée sur un écran, puis indiquer sa présence ou non dans des lots de 4 lettres qui se présentent à l'écran toutes les 2 secondes. Le test dure 4 minutes. Les résultats démontrent que le temps de réaction de chaque participant varie fortement au cours de l'expérience et qu'il se trompe régulièrement,
Ça met donc en lumière les moments où l'individu s'est laissé distraire. Ne vous sentez donc pas coupable d'être parfois distrait, chers auditeurs, car même sur un exercice très facile de 4 minutes, nous sommes super doués pour nous distraire nous-mêmes. Donc, notre équilibre attentionnel est naturellement vacillant. Un autre écueil à la concentration. Vous est-il déjà arrivé d'être projeté ailleurs que dans le moment présent par vos soucis ou vos pensées? Comme vous assistez à une réunion ou un dîner et tout d'un coup, vous ne participez plus à la conversation. Vous vous perdez dans une pensée qui vous accapare. Dans ma vie, ça m'arrive tout le temps. Je suis en train de préparer un repas et je pense au sac de piscine, à la lunchbox du lendemain, au formulaire qu'il fallait signer, au mail à envoyer, et au moment où je vais pouvoir lancer la machine à laver au lieu d'écouter ce que me raconte mon enfant. Notre cerveau garde en mémoire tous les projets en cours sans les hiérarchiser. Il sait donc que vous n'avez pas décidé de comment vous vous rendrez à votre rendez-vous de vaccination ou que vous n'avez pas encore décidé votre menu. Et alors, le cerveau va inlassablement vous envoyer des petits rappels, oui, des petits rappels aussi souvent que possible, et Jean-Philippe Lachaud les appelle les propositions d'action immédiate, surnommées les PAM, P-A-M. Alors, pour nous expliquer ce phénomène de PAM, de proposition d'action immédiate, notre auteur utilise la métaphore du chercheur d'or. Le chercheur d'or est constamment traversé par un sérieux dilemme. Est-ce qu'il continue à chercher là où il est, ou alors il explore une autre source? Notre cerveau fonctionne couramment de cette façon. Dois-je continuer à regarder cette série ou zapper sur une autre chaîne? Dois-je encore améliorer ce dossier ou passer au suivant? De plus, comme notre cerveau est très organisé, il s'entoure d'un réseau de sentinelles qui surveillent ce qui se présente et ce qui pourrait représenter un intérêt supérieur à ce que nous faisons. C'est ce système pré-attentif qui, par exemple, m'indique qu'une araignée est en train de descendre sur le mur. Il m'envoie un signal que je confirme en me détournant de ce que je faisais pour identifier clairement l'araignée et confirmer le signal. Et alors peut-être me mettre à crier. Nous en voyons bien les bénéfices. Ce système collecte tout danger et opportunité pour nous. Cependant, ce mode de veille permanent est une source majeure de distraction. Prenons un exemple. J'ai une présentation à terminer. Il me reste 5 slides que j'ai bien en tête. Mon attention est claire, concrète et à court terme. C'est alors que je reçois une alerte de notification WhatsApp. Chic, ma sœur me répond pour le cadeau d'anniversaire de maman. Là, c'est une perception. Je m'arrête, je me rappelle que je dois en parler à mon conjoint, nous ne sommes pas encore mis d'accord sur le budget. Là, c'est mon système d'alerte qui s'est éveillé. Je file ensuite sur Internet grâce au lien que ma sœur m'a envoyé. Là, je suis dans la phase d'action. Une pub surgit, je pense à une autre idée. Je dois absolument racheter les goodies pour l'abonnement de couple Un temps pour deux. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps et quand je reviens à ma présentation, il m'est alors bien difficile de me rappeler ce que je voulais mettre sur ces fameux slides. Vous voyez comment fonctionne le cerveau? J'ai reçu une première PAM, c'est-à-dire une proposition d'action immédiate qui en a déclenché une série d'autres et qui m'ont totalement fait perdre le fil de ce sur quoi j'étais concentrée. Cependant, pas d'inquiétude. La maîtrise de l'équilibre attentionnel est à la portée de tous. Elle nécessite que vous gardiez en tête ce que vous cherchez à faire et où placer votre attention pour y arriver. Autrement dit, sur quelle poutre avancez-vous et comment y rester en équilibre? Dans mon exemple, j'aurais été plus efficace à rester sur la poutre de ma présentation et rejeter ces PAM qui m'ont fait tomber de cette poutre. C'est de cette manière que vous garderez le contrôle de vos perceptions et que vous éduquerez votre cerveau à choisir les bonnes actions. Nous pouvons en effet programmer notre cerveau grâce à des objectifs clairs, concrets et à court terme. Notre mémoire stocke ces objectifs et les utilise comme filtre pour que notre système neuronal choisisse la bonne action au bon moment. C'est aussi grâce à ces objectifs bien définis que nous pourrons rejeter les PAM ou les stocker plus tard et éviter que ces satanées propositions d'action immédiate, donc les PAM, ne captivent toute notre attention. Par exemple,
Tandis que j'écris ce podcast, je me rappelle que je dois absolument répondre à un mail, puis j'entends mon mari qui regarde une série que j'adore et mon système de récompense me titille. Mais mon objectif est clair, finir ce podcast. Mon objectif est concret, 15 000 signes, organisés selon un plan bien précis déjà couché sur le papier. Et ensuite, mon objectif est à court terme. À la fin de la soirée, j'ai terminé. Voilà qui va grandement m'aider à rejeter tous ces PAM qui viennent sans arrêt me solliciter. Quels sont les bénéfices de la concentration ? Tout d'abord, 1. Rester concentré sur une action ou sur un objet améliore notre sentiment de contrôle et de compétence. Nous en avons parlé dans notre bulle de bonheur 91, j'expérimente le flux. Lorsque nous sommes à 100% à ce que nous faisons, nous sentons que nous maîtrisons ce que nous accomplissons. Quel que soit le résultat, nous en retirons la sensation d'avoir mis tous nos moyens au service de notre projet et ça améliore notre estime de nous-mêmes. Deuxième bénéfice. Cette sensation de contrôle est aussi alimentée par votre capacité à trier vos pensées. Lorsque vous êtes assailli de PAM et que vous réussissez à reprendre le contrôle, vous passez du mode passif au mode actif. Rappelez-vous notre bulle de bonheur numéro 55, vous êtes acteur de votre vie. En étant en mode actif, vous passez de l'habitude mécanique à une conduite intentionnelle, vous reprenez les commandes. Troisième bénéfice, se concentrer diminue notre niveau de fatigue, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les personnes concentrées sont souvent présentées en effort, sourcils froncés, regard absorbé. Pourtant, ce n'est pas le fait de se concentrer qui nous fatigue. Ce qui nous épuise, c'est l'éparpillement, le multitasking comme on l'appelle aujourd'hui, le fait de mener plusieurs objectifs de front. Nous sommes dans la recherche d'optimisation à tout prix de nos ressources et cette mécanique est épuisante pour le cerveau. Ce qui nous demande en effet le plus d'efforts est de faire taire ces alertes que le cerveau nous renvoie. Nous avons, cependant, la capacité de choisir nos pensées. Et lorsque nous y arrivons, nous ressentons un profond apaisement intérieur qui renforce notre niveau d'énergie. Quatrième et dernier bénéfice, retrouver un niveau normal de concentration est une forme d'écologie. Lorsque nous faisons taire les multiples sollicitations extérieures, nous nous reconnectons au ici et maintenant. Nous en avions parlé dans notre bulle de bonheur 25, je découvre le pouvoir du moment présent. Nous sommes alors plus attentifs au monde qui nous entoure, plus attentifs à la conversation à laquelle nous participons, plus attentifs à nos proches, aux paysages, aux odeurs. Lorsque nous allégeons nos cerveaux de cette tempête du zapping permanent, nous améliorons notre expérience sensorielle et nous nous sentons connectés à l'environnement qui nous entoure et aussi à nous-mêmes. Je pourrais vous renvoyer au podcast 46 « Je laisse parler mes sens ». C'est alors une grande source de joie, de gratitude et de détente. Alors, en route pour aller écouter ou réécouter l'épisode numéro 11, je dis 3 merci par jour, ou le 20, j'adopte la gratitude. Et hop, je me lance. À vous de jouer, chers auditeurs. Piochez une carte 2 minutes ensemble. Cette semaine, portez votre attention sur les sources de distraction qui vous entourent et notez toutes les propositions d'action immédiate et les alertes qui sont venues vous déconcentrer. En fin de semaine, faites le bilan. Notre petite mousse de la semaine nous vient de Maria Montessori. L'enfant qui se concentre est immensément heureux. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.